Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, un bulletin de nouvelles bien rempli en termes de conférences de presse. Mais revenons tout d'abord sur les élections fédérales 2025 avec mon reportage avec le gagnant. Des fois, je dis que c'est un peu de folie, mais c'est la motivation de servir. J'adore ça, faire ce métier-là quand même depuis 40 ans. C'est la moitié de ma vie. On a un noble but à long terme. Tu sais, moi, j'ai toujours souhaité qu'un jour le Québec vole de ses propres ailes. Mais en attendant, il faut surveiller la cagnotte à Ottawa et avoir notre juste part. Et aussi le respect de nos juridictions en santé. Et que nos revendications soient écoutées, je pense que M. Legault s'est fait dire 33 fois non à des demandes, par exemple, le contrôle de l'immigration, puisque c'est primordial pour le Québec de choisir ses immigrants pour son économie à lui, qui est différente du reste du Canada, et aussi en même temps, quand on lui donne 60% des réfugiés, c'est lui qui absorbe la facture, même s'il demande un remboursement qu'on lui donne seulement qu'en partie. Eh bien, ça devrait, des réfugiés, être répartis, par exemple, dans l'ensemble du Canada. Alors là, on a ces combats-là à mener là-bas à Ottawa pour faire reculer le gouvernement. On l'a fait dans plusieurs domaines. Il ne voulait pas financer l'école d'agriculture, l'école de vétérinaire de Saint-Hyacinthe, par exemple, qui avait besoin de 50 millions pour ne pas perdre ses reconnaissances internationales. Et c'est le bloc qui a mené à bataille en Chambre jusqu'à temps que le gouvernement... Puis on a mobilisé aussi tout le monde médical, puis le monde aussi animal, là, pour que cet hôpital-là, ce centre-là demeure. Puis on a obtenu 45 millions. Et les 50 millions, c'est des citoyens qui ont contribué. Alors, on a beaucoup comme ça de batailles qu'on mène puis qu'on gagne à Ottawa, le Bloc. Et c'est extrêmement important parce que qui défendrait les... C'est la grande question. Qui défendrait les intérêts du Québec si on n'est pas là? On l'a vu pendant que le NPD avait été élu avec 59 comtés. Ils ont voté en faveur du développement hydroélectrique de Terre-Neuve. Puis ça a coûté, on devait faire juste un prêt de 7 milliards, puis ça coûte maintenant, c'est rendu à 15 milliards. On paye de l'intérêt plus que quelques millions par mois. Et puis, il y a même que le gouvernement fédéral a donné 5 milliards pour pouvoir essayer de finaliser les travaux de ce projet-là, Muscraft. Et puis, Hydro-Québec n'a jamais reçu une scène du fédéral, lui. Alors, c'est injuste. Mais eux ont voté en faveur de cela. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles ils ont disparu de la map après, là. Alors, c'est ça, il faut surveiller nos intérêts, surveiller tous les programmes qui démarrent à Ottawa pour s'assurer que le Québec a sa juste part. Donc, c'est bien, mais il faut quand même surveiller pour les personnes âgées, par exemple. Donc, c'est au niveau communautaire et social qu'il y a un travail à faire davantage. Transportons-nous maintenant sur la 55 avec notre journaliste P.A. Lemay, à qui je laisse la parole dans ce reportage. Le député Donald Martel et la ministre Geneviève Guilbeault étaient de passage à Sainte-Eulalie aujourd'hui pour nous parler des travaux qui ont lieu sur la 55. Alors, c'est important de rassurer les gens sur le fait que les projets continuent. Et là, on est en travaux sur ce que nous, on appelle à l'interne le lot B1, donc les 6-7 km dont parlait Donald, qui devrait se terminer d'ici la fin de l'année 2025. C'est un projet qui est très important, qui est inscrit dans notre fameux PQI, le Plan québécois des infrastructures, qui est un peu le plan match des investissements en infrastructures du gouvernement du Québec pour les 10 prochaines années. Ce projet-là, il est là pour y rester.
et il se continue. Puis ça va être vraiment déterminant d'un point de vue de développement. Ultimement, c'est jusqu'à Bécancour. Sur l'échéancier, on va pouvoir vous mettre à jour à mesure qu'on réévalue puis qu'on avance dans la conception pour les autres lots. Mais le chantier, il va se faire. Est-ce que des fois, il y a des échéanciers qui vont être plus courts, plus longs? Ça, on va pouvoir vous mettre à jour à mesure. Mais c'est pour ça qu'on trouvait ça important de les rassurer les gens, entre autres pour celui qui est en train de se faire, qui va se faire comme prévu d'ici la fin de l'année 2025. Puis régulièrement, on va pouvoir faire des mises à jour sur quel sera le prochain lot. Moi, j'ai été interpellé dans les médias sociaux dernièrement sur les accidents mortels. Puis, sincèrement, quand j'entends ça, là, le cœur, il me fait 3 tours. J'habite pas loin, j'ai de la famille, j'ai des amis. Puis pourquoi que c'est important pour moi? On l'a fait, l'autoroute. On a respecté les échéances depuis le début. Mais je voulais que vous voyez l'asphalte, là, on est dessus, là, on va pouvoir rouler. Donc, on l'a fait. C'est sûr qu'on aurait voulu que ça se fasse très rapidement, mais je pense qu'on a respecté les échéances depuis le début. Moi, je parle à Geneviève toutes les années. Il y a beaucoup de routes au Québec, c'est grand le Québec, donc je m'assure qu'on respecte. Puis en Geneviève, j'ai la meilleure partenaire pour m'aider à faire avancer ce dossier-là. En souhaitant rouler enfin sur cette belle asphalte neuve d'ici la fin de l'année. P.A. Lemay pour Télécœur. Changement climatique, Bécancour lance un programme d'aide financière. Allons en découvrir un peu plus dans ce reportage. En ce 7 avril 2025, à Bécancour, on annonce à l'instant un nouveau programme d'aide financière. Écoute, Lucie, là, on a une belle annonce à faire aux citoyens de Bécancour. Là. Peux-tu m'expliquer un petit peu ce nouveau programme là, qui arrive, là, qui est là, là? En fait, on est très heureux aujourd'hui d'annoncer le programme d'aide financière pour justement soutenir nos citoyens à faire face au changement climatique, notamment en ce qui concerne les pluies. Donc, vous le savez, dans les dernières années, il y a quand même un certain nombre de citoyens qui ont été touchés par les grandes précipitations qui sont survenues dans les deux dernières années. On a rencontré les citoyens en novembre dernier, puis on a annoncé notre volonté de vouloir offrir un programme de soutien pour que les citoyens puissent avoir de l'aide dans leur désir de rendre conforme leur raccordement au réseau public de la ville. D'ailleurs, vous avez travaillé très fort en collaboration aussi avec un partenaire. Oui, un partenaire de choix. Donc, on a choisi de travailler avec l'Union des municipalités du Québec parce que c'est vraiment un partenaire qui était en mesure de vraiment, finalement, de recenser tout ce qui se fait de bien actuellement au Québec par rapport à un tel programme d'aide et aussi de nous conseiller par rapport aux orientations qu'on voulait donner à ce programme. Donc, depuis novembre, qu'on travaille en étroite collaboration avec eux et c'est ce qui nous permet aujourd'hui vraiment d'annoncer le programme qui va se déployer en 2 volets. Donc, le volet 1, en fait, consiste à obtenir un rapport d'inspection. Donc, les citoyens seront finalement appelés à faire appel à un expert qui sera désigné par la Ville pour faire l'inspection de leurs installations de raccordement. Et à ce moment-là, ben, le rapport qui coûte environ 850 $, ben, le citoyen devra défrayer 160 $ pour pouvoir procéder à cette inspection et ensuite pouvoir bénéficier du volet 2. Et là, le volet 2, en fait, c'est vraiment pour soutenir les citoyens dans la mise aux normes. Et le citoyen pourra obtenir jusqu'à un montant de 2400 $, justement pour procéder soit à l'achat d'équipements comme un clapet, tous les dispositifs anti-refoulement et aux installations qui sont requises, toujours en conformité avec le rapport d'inspection qui aura été fait lors de la première étape. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme. Puis, on souhaite vraiment que les citoyens concernés puissent en bénéficier. Effectivement. Et en fait, est-ce qu'il y a des dates butoirs? Est-ce qu'il y a un espace de temps, en fait, qu'il faut respecter?
En fait, même, on a choisi d'être rétroactif. On revient au 10 avril 2024 pour permettre aux citoyens qui ont procédé à la mise aux normes de pouvoir bénéficier de façon rétroactive à cette aide financière. Ensuite, lorsque le citoyen aura fait appel au volet 1, il aura 12 mois pour pouvoir bénéficier du volet 2. Donc, automatiquement, en bénéficiant du volet 1, il y aura comme une priorité justement pour pouvoir poursuivre dans ces actions-là de mise en conformité. Et est-ce que c'est une aide financière qui va se répéter au fil des années? Cette année, on a prévu une enveloppe de 300 000 $. On vise environ une centaine de résidences selon la popularité de la mesure. Et si l'enveloppe est complètement écoulée pour l'année en cours, on a déjà prévu une enveloppe de 200 000 $ pour l'an prochain. C'est fabuleux. Et puis, en fait, pour avoir toutes les informations vraiment pertinentes là, pour cette aide-là, on s'adresse à quel endroit? Bien, évidemment, la Ville de Bécancour. La direction qui sera responsable de l'application de ce programme, c'est le service d'urbanisme. Mais de toute façon, en visitant le site Internet de la Ville, vous avez toutes les informations requises pour pouvoir justement accéder aux gens responsables. On fera une campagne aussi de communication via aussi l'infolettre de la Ville. Tous les citoyens aussi qui ont participé à la rencontre citoyenne de novembre dernier vont recevoir de façon personnalisée aussi toutes les informations liées au programme. Donc, on veut s'assurer que le programme soit vraiment déployé là, dans tous les secteurs de la ville parce que tous les citoyens qui sont raccordés au service public, au réseau d'égouts, peuvent bénéficier d'un tel programme. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. C'était Lynn Richard pour Télécœur. Le Centre de femmes Parmi elles présentait son panier local rendu possible grâce à une aide financière de 54 000 $. Voyons voir tous les détails dans ce reportage. Geneviève Legault, je suis la directrice coordonnatrice ici au Centre de femmes. Je me retrouve aujourd'hui à Gentilly pour vous parler de Panier local, une initiative du Centre de femmes Parmi elles. Donc, le concept de panier local, en fait, c'est des paniers qui sont distribués à la population, soit des paniers déjà montés d'avance, soit en panier à 30 $ ou des paniers à 10 $ pour les personnes seules. C'est une composition de fruits, de légumes qui sont quand même très frais de catégorie numéro 1, qui nous proviennent d'un grossiste du centre du Québec qui s'approvisionne le plus possible localement. J'ai deux options dans le fond du groupe d'achat. J'ai l'option d'acheter des paniers, donc un panier à 30 $ ou à 10 $. Et il y a aussi l'option du groupe d'achat à la carte qui est sortie là, tout dernièrement. Et l'option du groupe d'achat à la carte, il faut prendre un abonnement de 20 $ annuel. Et ça, ça vous permet d'aller sur le site Internet et dans l'option 2, de choisir des fruits et des légumes à la carte. Donc, si je veux cette semaine 2 céleris, je vais acheter 2 céleris, une échalote. Et on a aussi toute la section des producteurs locaux qui s'ajoutent au groupe d'achat à la carte. On peut voir... Là, on a un petit peu des produits de la ferme des Trois-Ruisseaux et des produits du Bedon gourmand. Nos étagères se remplissent le mercredi matin de produits locaux. Comme mairesse, je suis vraiment très fière de ce projet qui vient vraiment consolider un projet mené vraiment avec beaucoup de dynamisme par le Centre de femmes Parmi elles. Donc, je suis heureuse parce que, première des choses, ce projet-là encourage l'achat local. Ça correspond tout à fait aux valeurs de la ville. Puis, deuxièmement, l'organisme a vraiment la volonté de réseauter, de faire du maillage avec les organismes du territoire de la ville et de la MRC. On fait aussi des paniers dans l'est de la MRC de Bécancour, donc Fortierville, Manceau, Deschaillons, Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Le fonds ABI pour les collectivités durables et via la démarche Valeurs collectives a offert une subvention de 54 000 $ et pour le développement du projet des paniers locaux, d'achat local pour les centres Parmi elles, que c'est les citoyens, la population qui ont voté à faveur de ce projet. Ensuite, ils ont présenté le projet au comité de développement durable pour évaluer la faisabilité, etc. Et finalement, ça a été déposé au fond pour
la subvention. Nous sommes vraiment très contents de pouvoir collaborer, de contribuer à la réalisation de ces projets. Si le nom Panier local vous dit quelque chose, eh bien, c'est parce que ça roule depuis quelques années, mais ça avait arrêté ses activités. C'est Frédéric Roy qui avait parti ça durant la pandémie pour aider les agriculteurs et les citoyens de Bécancour. Écoute, super grande fierté. Vraiment heureux de voir que l'équipe, en fait, les filles du Centre de Femmes par Miel ont réussi à le reprendre et à l'amener à un autre niveau. Fait que d'entendre qu'en ce moment, il y a plus de 100 personnes qui viennent chaque semaine, là, c'est comme, ça fait un petit velours. Là. Je suis vraiment très, très content et vraiment fier d'elle. Quand on a fait la passation, ben c'était le défi, justement, de fin de pandémie, changer le modèle d'affaires. Puis on a réalisé, justement, qu'il fallait qu'il y ait une implication bénévole, qu'il y ait une mobilisation. Puis c'est ça que les filles du Centre de Femmes ont réussi à faire. Mobiliser la communauté autour de ça, refaire un plan d'affaires qui fonctionne, puis je pense qu'on le vend dans les voiles pour les prochaines années. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Le 17 avril dernier avait lieu le premier dîner de la mairesse à l'Hôtel Montfort de Nicolet. J'y étais bien sûr pour rencontrer la mairesse, mais aussi les organisateurs de l'événement. C'est à l'Hôtel Montfort de Nicolet qu'avait lieu la première édition du Dîner de la mairesse organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec. On en parle tout d'abord avec Geneviève Dubois. Quels sont les grands axes de la discussion d'aujourd'hui au Dîner de la mairesse? En fait, aujourd'hui, on met en lumière le bilan de ce qu'on a fait dans les dernières années, puis on utilise notre planification stratégique aussi pour présenter vers où on s'en va, quels projets vont être mis de l'avant, comment on va les travailler. Donc, c'était ça l'essence du dîner de ce midi. Qui on attendait aujourd'hui et en quoi c'est important ce réseautage-là? Bien, on attendait des gens d'affaires, on attendait aussi des gens du milieu communautaire, on a des élus, des collègues, maires, mairesses, on a des gens du CIUS, du centre de services, des écoles. Donc, c'est très, très varié comme composition. Puis, des gens d'ici, des gens d'ailleurs aussi. On explique en partie aussi comment on peut faire des affaires avec Nicolette. Fait que moi, si j'étais assis dans la salle, je prendrais des notes pour déposer des projets en lien avec notre vision. Donc, c'était vraiment ça. C'est un beau rassemblement qui permet de mettre la lumière sur ce que Nicolette fait. En ce moment, on vit 3 crises simultanées. Crise des changements climatiques, crise aussi économique, c'est beaucoup d'instabilité et défis sociaux, itinérance, santé mentale, logement. Donc, la transition socio-écologique, c'est vraiment de prendre ces 3 défis-là, puis d'y travailler, puis d'y amener des actions, puis des solutions. Et ça, c'est une première au Québec. On va avoir le pavillon d'innovation qui va être situé sur le carré Cloutier. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. Il y a un 16 logements qui est en train de se construire. Donc, la partie devant l'Hôtel de Ville, on souhaite que ça soit un lieu d'innovation dédié à l'agriculture, qui respecte l'ADN de Nicolette, d'être dans l'agriculture et le savoir. Puis combiné à ça, il y aura des terres témoins, donc des terres qu'on va pouvoir utiliser pour faire des expériences, des tests. On a déjà des terres à la ville qu'on loue à des agriculteurs qu'on va récupérer en 2027. Et c'est 12 hectares quand même, donc ces terres-là pourront servir à tester de la machinerie agricole électrique, entre autres, des nouvelles cultures qui sont plus résilientes face au changement climatique ou d'autres tests qui devront être en lien avec l'agriculture. On va mettre sur pied aussi une société de développement économique. On veut vraiment reprendre le pouvoir de notre développement chez nous, autant économique, mais aussi saisir les opportunités immobilières qu'on pourrait avoir. J'ai annoncé aussi qu'on souhaite maintenant offrir des crédits de taxes plus en lien avec le logement abordable. On sait qu'il y a des projets qui se font. On en a 16 logements avec le programme FAC du gouvernement. Des fois, il y a des délais, c'est plus long. Donc, on préfère maintenant, parce que des crédits de taxes, en fait, ça sert à financer ce qu'on veut voir dans une ville. Et là, ce qu'on veut voir, c'est du logement abordable. Donc, les promoteurs qui développeront des projets résidentiels devront aussi intégrer 10 % de logements abordables. On a décidé d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Donc, la Nicolette, c'est une assistante virtuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va guider les gens dans leurs recherches là, sur le site Internet ou répondre aux questions sur Messenger aussi. Là. En quoi est-ce important et primordial de faire un dîner de la mairesse ici à Nicolet aujourd'hui? Je pense que ça donne une vitrine exceptionnelle à nos élus, donc au monde municipal, pour être capable de discuter avec les gens d'affaires, de discuter avec les partenaires du territoire, donc de voir d'où on arrive, mais vers où on s'en va aussi. Donc, c'est important. Les gens, c'est une communauté d'affaires qu'on a du côté de tout le territoire. Là. Ici, Nicolet, Bécancour et plus loin. Et là, c'est important que cette communauté-là aussi
sachent vers où les municipalités se dirigent pour savoir s'ils veulent faire des affaires avec les villes, entre autres, parce que les villes accordent des contrats, plusieurs contrats. Et donc, en appel d'offres, de savoir aussi à quoi s'attendre, puis vers quoi, c'est quoi les valeurs aussi de nos organisations. J'imagine que c'est un peu la même chose de votre côté, du côté de vos membres. Bien, absolument. En fait, c'est ça l'objectif premier, finalement, c'est de créer un pont de communication entre nos entreprises et la ville pour être capable de bien travailler tout le monde ensemble, finalement. Le 16 avril dernier, j'étais à la séance publique du Conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska au centre administratif de la MRC. Allons voir un résumé de celle-ci. Programme de rénovation, la MRC de Nicolet-Yamaska dénonce l'abolition des programmes Réno-Région, Rénovation Québec et d'adaptation de domicile qui soutenaient les propriétaires à faible revenu vivant en milieu rural et contribuaient à maintenir des logements dans un contexte de crise. Le Conseil demande au gouvernement du Québec de relancer et de bonifier ces programmes essentiels et transmettra sa résolution aux élus et organismes concernés. Bande riveraine, le Conseil des maires a octroyé de gré à gré un contrat à l'Union des producteurs agricoles du Centre du Québec pour l'accompagnement à la mise en œuvre du service clé en main d'implantation de bandes riveraines en 2025. Tourisme, la MRC de Nicolet-Yamaska accepte une aide financière du ministère du Tourisme pour un projet de rehaussement de l'accueil touristique dans le cadre de la stratégie régionale menée par l'Association touristique régionale ATR du Centre du Québec. De plus, en vue de structurer l'offre touristique sur son territoire, la MRC a octroyé un contrat à Expérience stratégique LC Incorporée pour un accompagnement stratégique dans la rédaction de son plan d'action touristique. Producteurs locaux, la MRC de Nicolet-Yamaska aura son incubateur. On en discute avec Marie-Hélène Larivière, conseillère en développement agroalimentaire de la MRC, et avec Mathieu Lemire, président du comité PDZA, ainsi que Alexandre Dupuis, directeur général du marché Godefroy. La MRC de Nicolet-Yamaska aura son incubateur pour les producteurs de la région. On en discute avec 3 personnes responsables. Ça vient d'où ce projet-là et pourquoi on en avait besoin dans la région? En fait, on a un plan de développement de la zone agricole à la MRC qu'on appelle un PDZA. L'enjeu de la mise en marché de proximité pour les entreprises agricoles, principalement de petite taille, c'est quand même un défi, là, et même de moyenne taille. Ça reste toujours que la mise en marché, c'est un enjeu important. Donc, on a organisé en novembre 2023 un espace de co-développement agricole dans lequel on a invité 7 entreprises à venir s'exprimer sur comment ils vivent ça, cet enjeu-là, venir parler de leurs besoins. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait 3 qui revenaient, qui avaient tous en commun, c'était de se faire connaître, de se diversifier puis de gagner du temps dans leur mise en marché. Donc, à force de parler de tout ça, on s'est aussi rendu compte par rapport à leur clientèle cible qu'il y avait un trait qui revenait à tout le monde, c'est que les clients non seulement cherchaient la qualité des produits, mais aussi cherchaient en fait le lien avec l'entreprise. C'était vraiment une base importante, donc la proximité consommateur-producteur. Fait que là, on s'est mis à réfléchir ensemble collectivement qu'est-ce qui ferait du sens comme projet collectif pour répondre à ça. Puis le projet d'incubateur est sorti. En fait, initialement, c'était un kiosque commun au marché Godefroy et ça l'a migré vers un incubateur pour assurer la pérennité, puisque la MRC porte le projet justement là, pour s'assurer que ça perdure dans le temps. Donc, ça prenait quelque chose de plus public, si on veut, quelque chose qui allait permettre en tout temps à des gens d'autres entreprises d'intégrer l'incubateur. C'est ça, parce qu'il va y avoir justement une proximité avec les clients. Vu que c'est au marché Godefroy, les gens vont pouvoir voir comment ça fonctionne et avoir un contact direct avec un producteur. Oui, exactement. Bien, durant toute la saison, là, de la mi-mai à la fin octobre, les entreprises se séparent, se divisent le temps de présence. Ce qui fait que sur 25 semaines, par exemple, vont être là un minimum de 3 week-ends pour vendre les produits à eux, mais aussi des autres entreprises. Fait que ça devient vraiment intéressant, question de temps là, et d'énergie mise là-dedans. Puis c'est un côté financier, c'est un prélèvement qu'on fait sur les ventes qui assure la survie, le maintien du kiosque là, pour les années suivantes. En quoi cette implication-là est importante pour vous au marché Godefroy? Bien, c'est notre premier projet porteur qui vise la mise en marché.
Puis depuis qu'on c'est notre deuxième PDZA. Puis dans le premier PDZA, on a visé plus les bandes riveraines, mais là, c'est notre premier qui vise la mise en marché. Et avec ça, on espère donner une chance à nos entreprises de proximité, nos petites entreprises de démarrer et puis de prendre de l'ampleur par après. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que le PDZA? Bien, c'est le plan de développement de la zone agricole. On choisit on est 10 personnes, pas une dizaine de personnes qui siègent là-dessus. Il y a 3-4 élus. Il y a l'UPA, l'Union de producteurs agricoles locales. Et puis, vous avez quelqu'un du MAPAC qui nous aide, pas qui nous aide, mais on fait brainstorming, puis après ça, on met ça ensemble. Puis Marie-Hélène retourne avec ça, puis elle essaie de trouver des idées, de faire de quoi avec ça. Puis vous voyez, Marie-Hélène avait trouvé cette idée-là suite à des rencontres, puis tout. On a vraiment, quand elle nous a amené ça, on a vraiment travaillé tout le monde pour aller de l'avant avec ça. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup d'espoir à ce projet? Bien, j'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est un projet pour aider les petites entreprises à démarrer, puis on espère que ça va être très vivant, puis que dans l'espace de temps, ça va perdurer pour essayer de les renouveler s'ils peuvent prendre leur envol, après ça, continuer tout seul ou s'unir quelques groupes. On sait que c'est assez dispendieux, loin qu'il y a ça. Puis 25 fins de semaine, c'est quand même quelque chose. Là. Puis on espère avec ça pour être capable de prendre leur envol, puis qu'on pourra... Après ça, il y a d'autres à commencer. Puis le nombre, il y a quand même plusieurs entreprises qui vont être impliquées là-dedans parce qu'il faut important d'offrir une gamme de produits diversifiés là-dedans. Fait qu'il y a plusieurs entreprises. C'est un super beau projet. Puis, vous voyez, c'est une belle façon aussi d'apporter de la flexibilité aux nouveaux producteurs, de justement s'allier ensemble pour créer un projet comme ça de kiosque commun. Pour le marché, en tout cas, c'était tout à fait bénéfique. Puis ça concorde un petit peu avec la mission là, de faciliter l'accès des producteurs, en fait, à une mise en marché qui est facile, qui est abordable, qui est accessible. Fait que pour nous, c'est sûr que quand la MRC nous approchait avec le projet, on était super contents, super fébriles. Puis même, je dirais que c'est un peu un projet incubateur, puis c'est formateur pour la suite, pour autant le marché Godefroy que d'autres marchés publics. Je pense que c'est une belle initiative de coopération, puis on était bien fiers de soutenir ça tous ensemble, le marché, le marchand et le conseil d'administration. Et c'est gagnant-gagnant. En plus, il y a beaucoup d'affluence. Ici, au marché Godefroy, on attend à chaque année combien de personnes environ? Oui, c'est environ 4000 personnes par fin de semaine. Fait que d'où là, c'est récurrent un petit peu. Je dirais qu'on a une clientèle qui est fidèle. Fait que ça tourne pas mal autour de ces eaux-là là, à chaque année. Fait que oui, tout à fait. Je pense que l'achat local, toute la consommation au marché public, c'est super tendance. Encore une fois, d'année en année, on le dit. Puis la tendance n'est pas à la baisse encore. Donc pour nous, c'est encore une belle saison qui s'en vient. Là. Et en général, d'année en année, vous avez combien de kiosques ici? On a une trentaine de marchands, de kiosques, producteurs, agro-transformateurs. Puis je dirais que ça dépend un petit peu chaque année là, avec les nouveaux qui viennent, les départs. Certains grandissent, certains partent. Donc c'est ça. Mais on se tourne toujours autour de 30 producteurs. Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin d'information locale de Télécœur. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous suggérer des reportages ou des émissions à nouvelles au pluriel à commercialtélécœur.tv. Vous pouvez également visionner toutes nos émissions et nos reportages sur nos réseaux sociaux, entre autres sur la page Facebook Les Amis de Télécœur. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle s'en va, mais qui a envie de bouger, de se remettre en action, mais qu'elle ne sait juste pas comment y arriver, bien, c'est ça le repère. C'est un espace pour reprendre ses études à son rythme.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.